Bonjour. Bonjour. Voilà, bienvenue dans cette journée de leçons de cinéma. Merci à vous, les publics, d'être là en cette journée où il se passe d'autres choses importantes. Bon, c'est bien pour nous que, malgré tout, nous puissions travailler, même si nous avons perdu quelques publics en route, je dois dire. Bon, mais je pense que cet après-midi, après la manif, il y aura quelques personnes qui nous rejoindront. Voilà, donc merci au public déjà, premièrement. Mais surtout, merci à nos deux invités qui ont bravé eux aussi les difficultés pour venir jusqu'à nous. Donc vraiment, nous sommes très très heureux de pouvoir tenir cette journée. Alain Fleischer, donc, que nous recevons avec grand plaisir, artiste, fondateur et directeur de cette superbe institution qui est le Fresnois Studio des Arts Contemporains à Tourcoing. Le film de ce matin va vous raconter ce qu'est ce lieu tout à fait prestigieux et passionnant. Et puis, bon, cinéaste, écrivain, donc vous allez apercevoir toute la palette de sa création à travers cette journée. Dominique Paigny, que je vous présente également, qui a été, faisons-le rapide, directeur de la Cinémathèque, directeur de Beaubourg, aujourd'hui tout particulièrement commissaire d'exposition. Sa dernière exposition, je ne sais pas si elle est terminée d'ailleurs ou encore ouverte, à Nice, c'était Matisse et le cinéma. Voilà, un beau programme. Et peut-être qu'ils en parleront, mais tous deux sont en train de préparer pour novembre 2020 une rétrospective de l'œuvre d'Alain Fleischer pour le 104 à Paris. Voilà, je pense que nous irons voir ça avec beaucoup de plaisir. Alors, le déroulement de la journée est assez classique pour ceux qui connaissent la leçon de cinéma, qui sont habitués. Donc, on commence à 9h30, on terminera à 12h30, bien précis, pas midi, 12h30. Et nous avons un premier moment d'entretien, puis le film long métrage, puis à nouveau un entretien. Ensuite, nous recommençons pile à 2h. Et là, toute l'après-midi sera consacrée à un échange avec entrecoupé d'extraits que Dominique Paigny nous a soigneusement préparés. Nous terminerons à 16h50 pour que ces messieurs puissent regagner leur avion. Voilà. Donc voilà le déroulement classique de la journée. Je vous remercie et je vais leur laisser la parole. Voilà. Merci au Festival Traces de Vie pour cette invitation et merci à vous tous d'être venus à cette rencontre. Je vais essayer de dire quelques mots pour présenter principalement le film que vous allez voir et puis plus généralement ma démarche. Alors, il se trouve que ce film est un peu à la charnière de deux périodes de ma vie puisque j'ai été pensionnaire de l'Académie de France à Rome en photographie à l'époque où un représentant du ministère de la Culture est venu me trouver pour me demander ce que j'allais faire à mon retour à Paris. Et je lui ai répondu que j'allais reprendre mes charges d'enseignement à l'université, à la FEMIS, dans une école d'art où j'enseignais à Cergy. À ce moment-là, il m'a dit qu'il avait une proposition à me faire de créer une nouvelle institution dans le nord de la France. Cette institution, donc, qui allait s'appeler le Fresnois, il me l'avait décrite par 3 slogans pour m'y intéresser. Il m'avait dit qu'il s'agira de créer un Bauhaus de l'électronique, ou une Villa Médicis high-tech, on était à la Villa Médicis quand il me parlait de ça, ou un IRCAM des arts plastiques. L'IRCAM, si vous ne savez pas ce que c'était, c'est la grande institution musicale créée par Pierre Boulez dans le sein du Centre Pompidou. Donc c'était 3 slogans extrêmement ambitieux. Moi, je n'avais aucune envie de devenir directeur d'une école, donc je prenais ça avec beaucoup de distance. J'avais plutôt envie de rester en Italie. J'étais tombé amoureux de ce pays. Donc de partir en mission dans le nord de la France ne m'enthousiasmait pas. Et quand je suis rentré à Paris, au lieu d'aller le voir, il s'appelait Dominique Bozo, je l'avais connu comme directeur du Musée national d'art moderne au Centre Pompidou. C'était un éminent spécialiste, historien de la peinture, grand connaisseur de Matisse et de Picasso. Et il était devenu délégué aux arts plastiques. Et voilà, je n'avais vraiment aucune envie de partir en mission dans le nord de la France. Et donc je suis rentré à Paris sur la pointe des pieds sans aller le voir. Mais il m'a vite rattrapé, il m'a dit voilà, il faut partir en mission. Je vais vous dégager de toutes vos obligations actuelles, c'est-à-dire qu'il m'a libéré de mon poste de prof à l'université, à la FEMIS, à l'école de Cergy, pour que je puisse faire cette mission.
Ça, c'est en gros l'histoire, très vite, la préhistoire plutôt de ce projet. Et le film que vous allez voir, en fait, est un film que j'ai fait au moment où on avait trouvé le lieu où créer cette école, dans le nord de la France, à Tourcoing. C'était un endroit qui s'appelait déjà le Fresnoy, ce qui veut dire à l'origine le lieu où sont plantées des frênes. Le mot à l'origine devait être la freinée, et ça a évolué, c'est devenu le Fresnoy. Et donc, voilà, ce lieu était un lieu de distraction populaire qui avait été très joliment marqué dans la mémoire collective. C'est l'endroit où allait se distraire les week-ends et les jours fériés, toute cette population laborieuse du Nord, faite de mineurs, d'ouvriers du textile, etc. C'est un lieu qui m'avait beaucoup touché, puisqu'après avoir parcouru cette région de fond en comble, pas seulement Tourcoing, mais Lille, Valenciennes, Dunkerque, Arras, etc., j'avais visité beaucoup de lieux industriels, très beaux. L'architecture industrielle donne parfois des bâtiments magnifiques, mais tous ces lieux étaient d'abord marqués par une mémoire douloureuse, celle du travail, de la pénibilité, voilà. Et puis, ils étaient peu adaptables à une école d'art et de cinéma et de création numérique. Parce que principalement, une filature, par exemple, c'est une forêt de piliers. Les piliers servant à soutenir des machines très lourdes, que sont les métiers à tisser. Donc quand on m'a proposé ce lieu à Tourcoing, j'ai été tout de suite séduit non seulement par son architecture, mais par son histoire. Beaucoup de personnes de la région se souvenaient être venues là pour danser, se distraire, aller au cinéma, rencontrer leur futur époux, leur future épouse. C'est un lieu qui était la création d'une famille d'entrepreneurs du Nord sur un concept très original, puisque moyennant un ticket d'entrée unique, on pouvait avoir accès à tout un parcours. Ça pouvait commencer par une patinoire à roulettes à l'époque, que vous allez voir dans le film. Il y avait une piscine, un grand cinéma de 1000 places, un dancing, des friteries, des brasseries, des restaurants. Voilà, donc le public pouvait faire tout un parcours et ça se terminait hors les murs puisque les propriétaires tenaient à une bonne moralité. Mais c'est un lieu qui a vu de grandes rencontres, des gens dont le destin s'est joué là au cours d'un week-end ou d'un jour de fête. Donc je vous raconte tout ça parce que, en fait, c'est ce que vous allez voir, le Fresnoy, c'est le bâtiment que vous allez voir. Et donc, à la Villa Médicis, j'étais allé à une époque où j'étais à la fois enseignant dans différentes institutions, mais principalement cinéaste. Mon métier était le cinéma, j'avais fait des films qui allaient dans les festivals, qui sortaient dans les salles. Pas beaucoup, mais enfin au moins 2 d'entre eux avaient été exploités dans des salles de cinéma d'Arressé à Paris et avaient fait la tournée des grands festivals. À la Villa Médicis, donc, je suis allé là-bas en tant que photographe. J'ai réalisé des séries importantes de photographie pour moi et j'ai aussi écrit mon premier roman, puisque un des membres du jury qui m'avait envoyé à la Villa Médicis était éditeur, grand critique d'art, grand critique de littérature, Michel Nourizani. Il m'avait dit, écoute, c'est super, tu vas à la Villa Médicis en tant que photographe, mais quand tu reviens, rapporte-moi un livre. Il dirigeait une collection chez Flammarion qui s'appelait la collection Texte. Et je lui avais promis donc de lui ramener un livre. Il savait mon goût pour l'écriture, je n'avais encore rien écrit d'important, mais il avait vu des petits textes que j'avais écrits ici ou là en présentation d'exposition ou pour théoriser un peu les questions de l'image, du cinéma ou de la photographie. Donc voilà ce que j'avais fait à la Villa. Et à mon retour, donc tout ça allait changer. En fait, toute ma vie passée allait changer. J'allais plus ou moins cesser de faire des longs métrages de fiction. Le dernier que j'ai fait, en fait, ça a été juste l'année suivant mon départ de la Villa. C'est un film qui s'appelait Rome Roméo, dont le producteur est d'ailleurs dans la salle. Et après, voilà, j'ai été pris par le projet du Fresnoy. J'ai continué à faire du cinéma intensivement, mais dans cette économie beaucoup plus légère, souple et humaine qui est celle du documentaire. Donc je n'ai plus fait de longs métrages de fiction, mais j'ai fait une quantité importante de films documentaires, principalement des documentaires d'art, des films sur les musées, sur les artistes, sur les grandes figures comme Christian Boltanski, Pierre Klossowski, Daniel Buren, ou le grand collectionneur Daniel Cordier, sur tous les grands musées, le Louvre, à une époque où d'ailleurs Dominique dirigeait les productions audiovisuelles du Louvre.
le Centre Pompidou, le Musée des Beaux-Arts de Lille, etc., etc. Voilà, donc ce film, il se situe au moment où le projet du Fresnoy a été validé par le ministère de la Culture, où le lieu a été accepté, mais où rien n'a encore commencé. D'ailleurs, au départ, le lieu que vous allez voir, il était question de le réhabiliter à minima, de le restaurer, de le rendre conforme aux normes de sécurité, ce qui n'était plus du tout conforme à l'époque. Et voilà. Et Jack Lang, qui était ministre de la Culture, qui avait accepté le projet, m'avait dit, bon, le projet est magnifique, il trouvait le projet du Fresnoy très, très passionnant, mais il s'inquiétait du lieu où ça allait se passer. Il m'a dit, je vais vous envoyer le secrétaire d'État aux grands travaux, les grands travaux du président de la République à l'époque, François Mitterrand, pour voir si le lieu est conforme à nos ambitions. Et quand il a vu le Fresnoy, le Fresnoy que vous allez découvrir, Émile Biasini, donc ce secrétaire d'État, m'a dit « c'est pas bien, c'est nul, ça n'est pas à la hauteur de votre projet ». À ce moment-là, les pouvoirs publics ont souhaité un grand geste d'architecture, donc un grand concours, etc. Et c'est un architecte important qui a été choisi, Bernard Tchoumi. Je crois que dans le film, vous allez quand même voir le projet réalisé, puisque le film se situe au moment des travaux. Et ce bâtiment, d'ailleurs, a eu le Grand Prix de l'architecture en France, et Tchoumi est devenu un architecte très célèbre après ça. Il n'avait construit à l'époque que les Folies du parc de la Villette à Paris, ces petits bâtiments rouges sans fonction réelle, mais qui sont une sorte de manifeste de l'architecture déconstructiviste, comme on dit. Bernard Tchoumi était un grand amateur de la théorie du cinéma, et moi j'étais un grand amateur de la théorie de l'architecture, donc c'était une vraie rencontre. On a beaucoup échangé, et il a conçu un projet magnifique qui métaphorisait parfaitement le projet du Fresnoy, puisque le projet du Fresnoy, comme je vous l'ai dit, c'était très orienté vers les technologies nouvelles, vers les arts numériques, à l'époque à peine émergents. On faisait encore des films en 16 mm, on montait sur des tables de montage. Il n'y avait pas de montage numérique, il n'y avait pas de table de montage à vide, il n'y avait pas de vidéo. Donc, c'était un moment où tout ça était en projet, mais ma culture à moi, ma culture de référence, c'était quand même le cinéma. Donc, dans le projet, je n'avais pas écarté le cinéma, je l'avais inscrit comme culture de base du projet du Fresnoy, mais avec ce fort tropisme vers les technologies du numérique. Donc, le bâtiment, il a eu cette intelligence de métaphoriser cette articulation, c'est-à-dire que vous allez voir, Tchoumi garde l'ancien bâtiment du Fresnoy, cette sorte de bâtiment d'aspect industriel, mais lieu de distraction populaire, et il le flanque, il le surmonte d'un bâtiment totalement futuriste qui ressemble presque à une soucoupe volante. Voilà, donc on était en pleine année de préfiguration du Fresnoy, donc on faisait des voyages d'études à l'étranger pour voir ce qui se faisait ailleurs, aux États-Unis, au Canada, au Japon. On faisait des colloques, des conférences sur le projet architectural, on faisait des expositions, on publiait des textes, mais le Fresnoy n'était pas encore construit. Et à cette époque, on me demande de faire un film sur le Fresnoy, un documentaire sur le Fresnoy, donc, qui allait se construire, donc de filmer à la fois le bâtiment ancien et le début des travaux. Ce que j'ai fait, j'ai commencé à filmer le bâtiment du Fresnoy, et puis à un moment donné, je me suis rendu compte que la meilleure façon de faire exister réellement quelque chose, c'est de l'inscrire dans une fiction. C'est une chose que j'avais expérimentée avec l'architecte Jean Nouvel, qui est un grand ami, qui avait à l'époque, je vous dis ça, c'était une parenthèse parce que ça recoupe mon projet, qui avait à l'époque une grande rétrospective au Centre Pompidou. Donc il montrait évidemment tous les bâtiments qu'il avait construits, mais ce qui l'intéressait le plus, c'est l'évocation des bâtiments qu'il n'avait pas construits, c'est-à-dire des concours qu'il n'avait pas gagnés. Et il m'a demandé de faire exister ces bâtiments qui n'existaient pas. Et je lui avais dit, écoute, la meilleure façon de faire exister un bâtiment, c'est d'y jouer une fiction, c'est-à-dire que, je ne sais pas, des acteurs connus, ils jouent des rôles de personnages. Donc la fiction est peut-être la meilleure façon de faire exister quelque chose qui n'existe pas dans le réel. Jean Nouvel avait absolument adopté ce projet, on a commencé à le faire et puis finalement on a manqué de budget, donc le projet était très simplifié. Mais tout ça pour vous dire que j'avais déjà en tête cette idée que pour inscrire quelque chose dans la réalité des imaginaires et dans la vie des gens, le mieux c'est de créer une fiction. On se souvient par exemple de Belmondo,
courant dans les rues de Paris à l'époque de la Nouvelle Vague et d'À bout de souffle. On se souvient de tas de scènes parce qu'elles ont été jouées par des acteurs dans certains lieux. Donc voilà, je pensais que la plus forte façon, la meilleure manière de faire exister quelque chose qui n'est pas inscrit dans le réel, c'est d'y introduire, d'y faire jouer une fiction par des comédiens. Donc le film sur le Fresnoy a peu à peu glissé, et à partir de ce que j'avais d'abord filmé, c'est-à-dire vraiment l'état du bâtiment et même le début des travaux, j'ai proposé au producteur d'y créer une fiction. Et pour ce faire, je suis revenu à certains des interprètes de mes films précédents, notamment Catherine Jourdan, qui avait joué dans 2 de mes films et qui était ma compagne à l'époque de ces films, et Pierre Hall, ce fameux personnage de nain qui est très attaché à certains grands films de l'histoire du cinéma français. Donc ces 2 personnages se retrouvent dans ce film comme venant de mes fictions antérieures. Tous les 2 avaient joué, Pierre Hall et Catherine Jourdan, dans Zoo Zéro, un de mes films de fiction, je dirais produit correctement, avec un producteur, une avance sur recette, des comédiens, une équipe technique, etc. Ce qui était une des lignes seulement de mon travail de cinéaste, puisque j'ai beaucoup pratiqué aussi le cinéma totalement indépendant, comme par exemple le film qui a été projeté hier dans le cadre de ce festival, du côté de Vitebsk, qui est un film écrit à la première personne et tourné par un cinéaste qui tient sa propre caméra et qui écrit le film comme on écrit un livre. Voilà, donc ce film Zoo Zéro, par contre, était un vrai film de production destiné à la distribution et avec voilà, tout ce que le cinéma peut apporter de moyens à l'invention et à l'imagination. Donc ces 2 acteurs se retrouvent dans ce film, et voilà, donc le film, il est à la charnière de 2 vies pour moi, la vie que j'avais eue avant le Fresnoy et la vie que j'ai eue depuis que le Fresnoy existait, puisqu'à partir du moment où ce Fresnoy que vous allez voir en gestation, à partir du moment où il a existé, ma vie a changé. Je n'ai plus vraiment tourné de longs métrages de fiction. J'ai tourné quelques 200 documentaires par contre, et j'ai écrit beaucoup de livres. L'économie du livre est beaucoup plus facilement compatible avec un autre travail, puisqu'on peut écrire la nuit, dans le train, en avion, en voyage. Je peux écrire n'importe où. Par ailleurs, je dicte mes livres à ma compagne, ce qui est un dispositif qui me rend l'écriture très facile. Et voilà, donc je suis passé d'une vie à une autre à partir de ce moment dont le film que vous allez voir est la charnière. Donc ça s'appelle « Grands artistes observés par un veilleur de nuit » parce que la fiction que j'ai imaginée, c'est que dans ce lieu où pendant des années, depuis 1905 jusque dans les années 70, beaucoup d'artistes du musical, des chanteurs, des artistes de cirque, il y a même des matchs de catch, c'était joué là, étaient venus là pour distraire le public. Et que, alors j'imaginais qu'à partir du moment où ce lieu a fermé, ces artistes un peu fantomatiques revenaient le visiter la nuit, venaient le retrouver et étaient observés par un veilleur de nuit qui avait des caméras placées un peu partout et les observait sur ses écrans de contrôle. Ça, c'est le point de départ de la fiction. Donc, des grands artistes, enfin, grands évidemment, tout est relatif, mais c'était supposé être des artistes connus. À l'époque, oui, de grands chanteurs de l'époque sont venus. Je crois Edith Piaf est venue. Les films de Méliès ont été projetés. On a retrouvé même une lettre de Sacha Guitry qui écrivait au directeur du lieu à l'époque pour lui dire « Monsieur le directeur, je vous confirme que je viendrai dimanche prochain présenter Si Versailles m'était compté ». Bref, c'est un lieu où étaient passés quand même des artistes importants. Pardon. Et voilà, je suis parti de cette idée d'un veilleur de nuit qui voit revenir la nuit, clandestinement, des artistes qui veulent retrouver le lieu où ils se sont produits au moment de leur gloire. Et puis jusqu'au jour où arrivent les bulldozers, c'est-à-dire le moment où ce lieu va devenir ce que sera le Fresnoy, c'est-à-dire qu'on passe de ce lieu de distraction avec une piste de patinage à roulettes. C'était le sport local dans le Nord, on appelait ça le ring hockey, patinage à roulettes sur parquet, à un lieu d'exposition, puisque cette grande nef qui avait été une patinoire allait devenir un grand lieu d'exposition où on a fait beaucoup d'expositions. Et Dominique, d'ailleurs,
a été le commissaire de l'exposition inaugurale qui s'appelait « Projection, les transports de l'image », une exposition qui montrait les premiers travaux d'artistes travaillant sur la projection dans le cadre d'un espace muséal. Donc pas la projection comme ici, dans une salle de cinéma où vous êtes assigné à place fixe avec un projecteur derrière vous, un écran devant vous, mais des projections dans des espaces de musée où le public est invité à circuler, à regarder des installations, à choisir sa propre distance par rapport aux œuvres et la temporalité de son regard. C'est-à-dire, face à une installation, un visiteur peut passer 5 minutes ou un quart d'heure, c'est son choix. Le film n'a ni début ni fin, et l'espace n'est pas du tout celui où vous êtes, où le spectateur est convié à regarder une œuvre avec une durée décidée par l'auteur et avec une place que vous ne pouvez pas quitter pour regarder l'œuvre. Voilà, donc c'était l'exposition inaugurale, et tout ce que vous allez voir dans le film se situe avant. Donc je ne sais pas si j'ai oublié des choses pour présenter cette séance et ce film, mais bon, je crois vous avoir dit que voilà, mes enjeux sont pluridisciplinaires. Je ne me considère pas du tout comme un cinéaste qui écrit ou comme un écrivain qui fait de la photo, comme un photographe qui fait des films. Je détesterais cette perception de mon travail. Je déteste l'expression touche à tout qu'on a attribuée parfois à certains artistes comme Jean Cocteau ou d'autres. Je ne suis pas du tout un touche à tout, en tout cas pas dans ce sens-là. À chaque fois que je me lance dans un projet, il s'inscrit d'emblée dans un champ théorique, historique, technique. Quand je fais un film, c'est un film à part entière, ce n'est pas un film d'écrivain ou un film de photographe. Je dialogue de plein pied avec l'histoire du cinéma, la théorie du cinéma, les moyens techniques du cinéma, les dispositifs de perception du cinéma. Et pareil, quand j'écris un livre, le livre, de mon point de vue, ne peut pas être adapté au cinéma. Je n'ai jamais imaginé que mes livres puissent être adaptés au cinéma, et en tout cas, je n'ai jamais eu envie d'en faire des films. Quand je fais une série de photos, ça ne peut être que de la photo. Et d'ailleurs, quand un projet naît, comme je vous le disais, je sais d'emblée ce que ça va être. C'est-à-dire, je n'ai pas une idée comme ça dans le vague en me disant qu'est-ce que j'en fais, est-ce que j'en fais un film, est-ce que j'en fais un livre, est-ce que j'en fais une série de photos ou une installation. Ça s'inscrit d'emblée, dans le moment même de la conception, dans un langage précis avec les particularités de ce langage. Voilà, donc on m'a aussi hier fait remarquer, on dînait avec les organisateurs de ce festival, Dominique et Patrick Sandrin, et on parlait de ce que j'allais vous raconter, et est apparue la question du Fresnoy comme œuvre. Et on me posait la question, est-ce qu'on peut faire œuvre de la création d'une école? Eh bien, je réponds évidemment oui. Si le Fresnoy n'était pas devenu une œuvre parmi mes autres œuvres, je ne serais pas resté à la tête de cette institution 20 ans après, puisque le Fresnoy a été inauguré en 1997. On a fêté les 20 ans il y a 2 ans, donc en 2017, et je n'ai pu m'attacher à ça que parce que c'est devenu une œuvre. D'ailleurs, je ne m'intéresse en général qu'à produire des œuvres. J'aime faire œuvre de tout, d'une relation amoureuse, d'une relation amicale, d'un voyage, d'une expérience. Pour moi, tout doit faire œuvre. C'est ce qui m'intéresse dans la vie, sinon je m'ennuie. Voilà. Je ne sais pas si j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, peut-être que j'en aurai plus après la projection du film. Donc je vous propose de voir le film et puis ensuite éventuellement de rebavarder. Bon, merci pour les applaudissements. Alain me disait à l'instant, je ne me souvenais plus du film. Et moi, je l'avais vu aussi en son temps, je ne m'en souvenais plus non plus. Mais c'est précisément tout le sujet du film, précisément, que de ne pas se souvenir et de faire en sorte de conférer au cinéma à la fois une recréation, une proposition d'un monde nouveau, de fiction, mais aussi d'assurer de la mélancolie, oui, par aussi le registre de la mélancolie, hein, mais aussi de conserver les images. J'étais frappé en le revoyant, et tu vas sans doute nous le dire si tu y avais pensé à l'époque, j'étais assez frappé de la manière dont tu as le culot, l'audace à l'époque,
de faire un film de commande, en quelque sorte. On n'en est pas loin. C'est un film de commande. Tu dois, je mets des guillemets au mot, tu dois vendre le projet. Il est bien engagé. Mais tu dois quand même y apporter de la conviction pour que ça continue, les financements, pour qu'on y croit. Parce que ce n'est pas tout de construire le Fresnoy à l'époque. C'était aussi après de le faire fonctionner, d'en assurer des moyens pour la formation des étudiants. Tu as le culot de faire non pas un documentaire pédagogique et presque politique, mais tu te risques à faire un film, oui, de poésie, de fiction. Tu t'en vas vers quelque chose qui est à la fois poétique et qui t'appartient à beaucoup de titres, mais aussi qui ne manque pas, sans en avoir l'air, de faire de la théorie des images du XXe siècle. Je veux dire par là que j'avais totalement oublié, par exemple, qu'au fond, ce que tu dis pendant toute une bonne partie du film, que le Fresnoy dit dans son projet l'histoire du cinéma. Au fond, d'où il vient, qu'il va continuer autrement, parce qu'on sait que l'histoire du cinéma au début du XXe siècle fut en quelque sorte le démarrage d'un héritage, c'est-à-dire celui du music-hall, de la prestidigitation, de la fête foraine, ouais. de la fête foraine, du parc d'attractions. Une grande partie de la raison du cinéma puise dans tout ce qui fut au XIXe siècle la fabrication des premières images, ou même lorsque les gens allaient dans les parcs d'attractions s'y amuser, ils se transformaient eux-mêmes en images, puisque c'est le propre du parc d'attractions que d'accueillir les gens pour qu'ils se détendent, qu'ils prennent du loisir. Mais le parc d'attractions, le propre du parc d'attractions, c'est de transformer les acteurs, enfin les gens, le public, les gens qui viennent ici s'y plaire, ils deviennent des images. C'est le propre de ce grand moment du 19e qui est pleinement spécifique au 19e siècle. Et d'une certaine manière, tu racontes ça. Je pensais aussi que le film disait autre chose. Il disait quelque chose des années 20, c'est-à-dire quand le cinéma existe bien, etc. Le film disait aussi cette injonction d'un artiste comme Picabia, qui disait « quittons les musées ». Sortons des musées, sortons des académies, allons sur le Grand 8. Picabia et Duchamp avec lui, et Man Ray et bien d'autres, tous les dadaïstes ont été extrêmement férus et passionnés par ce que proposait la fête foraine au fond comme montage, puisque le propre même de la fête foraine, plus encore que les spectacles qui précédaient au XVIIe siècle, par exemple, lorsqu'on faisait des grandes représentations pour le roi, les intermezzi, comme on appelait ça, plus encore que tous les spectacles auparavant, plus encore que l'opéra, la fête foraine, c'est un dispositif de montage où l'on passe vraiment d'une séquence à l'autre, d'un stand de tir, d'une grande roue, d'une présentation de gens dits des monstres, etc., également de loterie. Donc la fête foraine, c'est vraiment quelque chose qui participe pleinement de ce que sera le XXe siècle, la pensée du XXe siècle, c'est-à-dire la pensée du montage. Donc je me disais que le film était tout ça, et qu'en ce sens, il avait la vertu de vendre quelque chose, de vendre une légitimité. C'est-à-dire que le film disait, voilà, il est légitime de continuer dans cet endroit-là, parce qu'au fond, cet endroit qui n'avait pas pour vertu d'être une institution d'art, n'avait pas pour vertu de montrer les artistes, les catcheurs n'en étaient pas
considérés comme faisant partie de ceux qu'on expose au musée. Suzy Delair, qu'on voit chanter, elle est une artiste de cinéma, mais c'est une artiste de cinéma qui appartient au cinéma très populaire et dont on avait gardé du film où elle interprétait à l'époque un film très célèbre, d'un film de Henri-Georges Clouzot, cette fameuse chanson « Mon petit tralala », ce qui lui donnait l'occasion de se trémousser. Tout cela, tout à coup, donne de la légitimité à continuer, et je dirais probablement dans une école d'art dont on a dit qu'elle avait énormément d'ambition, mais en fait une école d'art qui s'insère, qui continue. La meilleure part du cinéma, c'est le fait de ne pas avoir été une apparition d'un art nouveau. Le cinéma n'est pas né comme un art nouveau. Le cinéma est né comme une attraction foraine. Il a été longtemps chez les forains. Il a été longtemps essentiellement une activité, non pas d'image, mais une activité de fabrication d'appareils. Il faut quand même se souvenir que le cinéma de 1895 à en gros 1905, c'est 3 personnes principalement, les frères Lumière à Lyon, Léon Gaumont et Charles Pathé en région parisienne, qui tentent non pas de faire des images, mais de vendre des appareils de projection. Le seul, il n'y a pas encore de salle. Il y a des cabarets, il y a des musicals, mais il n'y a pas de salle de cinéma. Et le seul public professionnel, enfin la seule clientèle professionnelle pour acheter des appareils, ce sont les forains. Or, il faut se souvenir vraiment, et ça c'est important par rapport au film que tu as fait, que de 1895, date officielle, on dit que le cinéma fut inventé, hein, avec la première projection de 31 décembre à Paris, et 1905, 9% seulement des forains, 9% des forains ont acheté un appareil de projection. Pendant longtemps, en quelque sorte, le cinéma, c'est comme si les viticulteurs n'avaient fabriqué des bouteilles et n'avaient pas mis du vin dedans. Il y a des projecteurs qui sont achetés, mais il n'y a pas d'images, très peu d'images qui sont faites. Très, très peu. C'est progressivement, en effet, que du fait que le marché se raréfie, que plus personne n'achète des appareils de projection, qu'une femme auprès de Léon Gaumont qui s'appelle Alice Guy, qui était sa secrétaire, dit à Léon Gaumont, il faut peut-être inverser les choses, il faut peut-être fabriquer des images pour faire venir le public, mais faire venir le public, il faut qu'il vienne au même endroit. Donc les forains, les gens du voyage ne permettent pas au public de revenir voir plusieurs fois les films, parce que de toute façon les forains bougent, hein, et elle a l'idée de faire en effet les premiers films, des petites fictions, des petites histoires, et évidemment s'impose immédiatement la nécessité de créer des lieux pour que les gens reviennent voir les films, et à ce moment-là, les lieux coûtent cher, il faut faire de plus en plus, non plus d'appareils qui sont sédentaires dans les lieux, mais de faire des images, et on fait ce qu'on appelle à l'époque des sérials, c'est-à-dire des séries, hein, tout simplement. Donc, et là, il faut faire beaucoup d'images pour payer l'immobilier, parce qu'il ne s'agit plus de montrer des films dans des tentes, hein, qui voyagent, mais il faut montrer des films dans des lieux qui coûtent cher. Et en 1911, par exemple, vous avez le Gaumont Palace à Paris qui coûte très cher. Il faut faire de plus en plus de films pour alimenter et payer l'immobilier. Donc il y a une histoire du cinéma là que d'une certaine manière tu rappelles ici en insistant tant sur le fait que d'une certaine manière au début ce lieu d'attraction était aussi un lieu de machine, un lieu de dispositif, un lieu où vraiment la question ce sera à un moment donné aussi de faire des images nouvelles. Et c'est presque à la mesure on voit très vite, d'ailleurs dans le Fresnoy, dans son histoire, comment au début il y a du forain, mais après la projection, le cinéma va venir de plus en plus. Mais le cinéma vient au Fresnoy, dans ce parc d'attractions, comme le cinéma dans les années 10, 1907 à 10, investit les cabarets, les musicals à Paris. Tout à coup, un spectacle de musical qui ne marche plus, on le remplace par une projection de cinéma. Donc ça, j'ai trouvé que le film, de ce point de vue-là, avait le culot de rappeler ça d'une manière
d'un récit, oui, d'un récit, parce que je ne crois pas qu'on puisse mieux faire de l'histoire, entre guillemets, sans raconter des histoires. Je crois que la seule façon de vraiment faire vraiment de l'histoire au sens d'une discipline scientifique, d'une discipline savante, je ne vois pas de meilleure manière que de raconter des histoires. Au fond, si on connaît si bien l'Antiquité, quand même, alors qu'il y a quand même si peu de matériaux qui ont gardé la description de l'Antiquité, on n'a plus d'images, tout a été détruit, comme le Frénois, c'est quand même parce qu'il y a eu 2-3 grands récits, l'Iliade, l'Odyssée entre autres, mais quelques autres, 2-3 grands récits purement fictionnels. Purement fictionnel. C'est ce qui permet, évidemment, ces histoires, avec des petits H, de connaître la grande histoire. Donc j'ai trouvé vraiment, de ce point de vue-là, je ne veux pas comparer ton film à l'Odyssée, à l'Iliade, hein, mais j'ai trouvé que le film était fort. Et puis, dernier mot, je voudrais prendre l'exemple d'une autre expérience dans l'histoire du cinéma, ça sera plus court que ce que je viens de dire, c'est Feuillade. Louis Feuillade. Louis Feuillade, vous savez, c'est le cinéaste qui, à un moment donné, largement contribue à ce que la société Gaumont ne vende plus seulement des appareils, mais vende des images, des histoires, des séries. Fantomas, en 1913, les Vampires, en 1915. Et très tôt, Louis Feuillade fait des films, y compris en reprenant des grands schémas de l'histoire religieuse. Aujourd'hui, les plus belles images que nous gardons de Paris, la façon aujourd'hui de regarder en cinéma une mémoire de ce que Paris fut avant la Grande Guerre, la première Grande Guerre mondiale de 1914, eh bien au fond c'est Fantomas. Rien de mieux que Fantomas pour se souvenir de ce que fut Paris, tout simplement parce que les rues de Paris, le métro de Paris, les rencontres de 2 rues de Paris où des malfrats s'affrontent, c'est ça qui fixe la mémoire de Paris. La quasi-totalité des quelques vues de Paris en actualité sont effacées. On ne va pas les consulter. Ou alors on prend quelques éléments, pour les documentaires. Mais vraiment, la mémoire de Paris que nous avons, c'est parce que Fantomas, personnage de pure fiction, les a hantés, les rues de Paris. Mais on pourrait dire aussi que, encore dernier exemple, que la totalité des images qui nous restent de la Révolution de 1917, ce sont des images de fiction réalisées par Eisenstein pour Octobre. Et ces images-là, aujourd'hui, ces images de fiction, sont données aujourd'hui comme les images de ce qui fut la révolution russe en 1917. Bon, donc voilà, j'ai trouvé que de ce point de vue-là, ton film est culotté, il est expérimental. Il n'est pas expérimental parce que les images quittent la fiction, il est expérimental parce que tu oses utiliser la fiction pour faire de l'histoire. Voilà, c'est ce que je voulais un peu te dire, comme ça, un peu, rapidement. Et puis, je te laisse répondre à tout ça. Je suis très touché et largement d'accord avec ce que tu dis sur plusieurs points. D'une part, c'est vrai que la meilleure façon de parler, de témoigner du réel, c'est d'y installer de la fiction. Et ce qui se passe étrangement en retour, c'est que les grandes œuvres de fiction deviennent, avec le temps, des documents, du documentaire. Si vous voulez voir le Paris des années 60, le mieux, c'est d'aller voir les films de la Nouvelle Vague. Voir À bout de souffle. Voilà, voir À bout de souffle et quelques films de la Nouvelle Vague. À partir du moment où le cinéma français a quitté les studios et a voulu se tourner dans des décors réels, eh bien voilà, les films, quand vous voyez À bout de souffle, en effet, vous voyez comment était Paris à l'époque, les Champs-Élysées, comment les gens s'habillaient, comment les gens se comportaient, comment les voitures circulaient. Donc, il y a ce double mouvement de la fiction pour documenter le monde, et puis voilà du film de fiction ou plutôt l'inverse, c'est-à-dire que cette idée de créer de la fiction pour parler d'une réalité, et ensuite cette fiction retrouve sa valeur documentaire. Et puis je suis aussi d'accord sur ce que tu as dit, notamment sur le dispositif, en fait, sur le
le cinéma avec ses origines foraines et ses machines. Ce qui perdure aujourd'hui du cinéma, c'est son dispositif de présentation. C'est-à-dire que le cinéma a survécu largement à tous ses outils de travail historiques. On ne tourne plus avec des caméras, avec de la pellicule, on ne projette plus avec un projecteur à croix de Malte. Voilà, tout ça a beaucoup changé. Et néanmoins, le cinéma existe toujours. Donc le cinéma a survécu à tous ces outils historiques. Ce qui reste du cinéma, c'est son dispositif, c'est-à-dire son mode de perception, à savoir une salle avec des places où le spectateur est assigné à place fixe, un spectacle qui a une durée, qui a été choisi par l'auteur, un projecteur qui est derrière vous, comme j'ai dit tout à l'heure, et un écran qui est devant vous. Ça, c'est le cinéma. Et les moyens techniques ont pu changer, les machines ne sont plus les mêmes, il n'y a plus de bobines qui arrivent dans les salles, dans les cabines de projection, les films arrivent par Internet, et ça reste du cinéma. Voilà. Et puis, une autre chose qui me semble à remarquer par rapport à ce que tu disais sur les origines foraines du cinéma, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui essaye de pousser le cinéma au-delà de lui-même, c'est-à-dire la réalité augmentée, la réalité virtuelle, tout ça, revient vers l'attraction foraine. Tous les dispositifs je sais pas, par exemple, Marine Karmitz a créé près de la Bibliothèque nationale, dans le 13e arrondissement à Paris, une salle de réalité virtuelle où en fait chaque appareil est une attraction foraine. On peut s'allonger sur une sorte de banc et bouger les bras, on a l'impression de voler au-dessus de New York. Où on est assis sur une chaise, on fait des mouvements de rame et on est dans un canot et on rame sur une rivière. Donc c'est vrai que tout ce dépassement du cinéma d'aujourd'hui avec les moyens techniques d'aujourd'hui, l'informatique, l'infographie, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, tout ça, ça ramène aux origines foraines du cinéma. Donc c'est un mouvement en sorte inverse. On revient vers la fête foraine, vers l'attraction, vers l'illusion, vers les dispositifs d'illusion. Mais je continue à penser, alors que dans cette école que j'ai créée, on pratique beaucoup tout ça, on pratique beaucoup la réalité augmentée, la réalité virtuelle, les installations, tout ça. Je continue à penser que le dispositif du cinéma est indépassable. Je ne crois pas du tout. Par exemple, j'ai visité à la Villette les salles de cinéma de Gaumont où les sièges bougent, où tout d'un coup on reçoit un courant d'air quand dans le film il y a du vent, ou même des gouttes d'eau. Je ne crois pas du tout à tout ça. De même que je ne crois pas au cinéma en relief. Le cinéma en relief qui a semblé être une avancée du cinéma, une avancée technique, ça n'a pas pris, ça ne marche pas. Le relief au cinéma reste un artifice. Et par exemple, j'ai été invité à réaliser pour Arte un documentaire sur Brancusi, le grand sculpteur, en relief. Arte voulait créer une série de films sur la sculpture en relief, ça ne semblait pas une mauvaise idée pour la sculpture, des films en relief. Comme ça ne semblerait pas une mauvaise idée de faire des films en relief pour la danse, par exemple, ce que Wenders a fait d'ailleurs. Eh bien, en fait, j'ai fait ce film sur Brancusi en relief. Il n'a jamais été présenté en relief parce que finalement, les fabricants d'écrans en relief pour le grand public ont abandonné. Donc, du même coup, Arte a abandonné ce dispositif. Et voilà, et le cinéma traditionnel avec un écran en 2 dimensions continue à résister à tout. Donc, je suis très sceptique sur ces avancées technologiques du cinéma. J'ai moi-même réalisé, par exemple, pour la Fondation Bettencourt, 17 ou 18 films en réalité virtuelle sur des artisans, sur la relation, ça s'appelle l'intelligence de la main, où on est immergé dans une usine, dans un lieu de travail où des artisans collaborent avec des techniciens, avec des designers. Ça a été présenté à Venise dans une manifestation très prestigieuse, mais résultat, il y avait 16 chaises avec 16 casques et 16 personnes pouvaient s'installer pour regarder chacune un des lieux que j'avais filmé, un des artisans, un des designers. Et je continue à trouver ce dispositif extrêmement déceptif. Alors que je devrais défendre ces nouvelles technologies que nous pratiquons frénois, que nous explorons, et qui, de mon point de vue, ne sont pas sans intérêt, mais néanmoins, le dispositif historique du cinéma me semble indépassable. Et ces nouvelles technologies, elles appellent de nouvelles écritures, c'est-à-dire que ce n'est pas du cinéma.
Ce n'est pas une amélioration, un dépassement ou une augmentation du cinéma, c'est tout à fait autre chose. On n'écrit pas un film en réalité virtuelle comme un scénario de cinéma normal. Par exemple, ça pourrait appeler des écritures intéressantes, mais par exemple, en réalité virtuelle, vous pouvez avoir quelqu'un devant et derrière vous, vous vous retournez. Donc, si on tourne des films d'action, des films de fiction, il faut les scénariser de telle façon que, en effet, le spectateur puisse, par exemple, voir arriver un événement devant lui et sentir quelque chose derrière et qu'il doit se retourner pour regarder ce qu'il y a derrière avec son casque. Voilà, tout ce à quoi je réagis en t'écoutant sur ces origines foraines du cinéma, sur le dispositif, sur la salle et sur les relations entre le documentaire et la fiction. Cela dit, je continue aujourd'hui, bon, j'ai beaucoup abandonné le cinéma de fiction, même si ça continue à me faire rêver et que je continue à avoir des projets. Mais je crois que vraiment le documentaire qui est célébré dans ce festival, c'est vraiment ce que le cinéma fait de plus intéressant aujourd'hui. Il y a une telle richesse du monde à filmer, à évoquer, à conserver, à archiver, que finalement les tentatives de fiction me semblent un peu dérisoires souvent. J'adore, depuis des années maintenant, depuis que je fais beaucoup de cinéma documentaire, j'adore filmer des artistes, des musées, des danseurs, etc. Et je pense que le cinéma documentaire est ce qui m'apporte le plus de satisfaction. Je trouve qu'il est inépuisable, alors que la fiction, finalement, elle s'épuise plus vite que le réel. Ça dit, Alain, l'immersion dont tu parlais, c'est-à-dire la façon la recherche de moyens illusoires pour inclure le spectateur dans l'image, c'est quand même quelque chose qui a été très recherché au XIXe siècle et au début du cinéma. Lorsque l'on regarde les grandes machines picturales qui sont, certaines d'entre elles sont encore dans beaucoup de musées de région et au musée d'Orsay, ces immenses tableaux qui font du 6-7 mètres de base et du 4 mètres de haut, tableaux exotiques parfois, tableaux qui sont en rapport avec l'époque où la France avait des colonies, etc., et ont rapporté des visions exotiques sur des immenses tableaux. Ça faisait l'occasion de prix de Rome. C'était des tableaux qui, quand on les regarde aujourd'hui, ont été préparateurs ou ont été une manière d'accommoder le regard à ce que le cinéma résoudrait plus tard autrement. Je veux dire, quand on regarde par exemple cette manière de grand tableau de faire en sorte que le sol qui est représenté dans une action, parfois des actions de guerre, ce sont des tableaux d'histoire, hein, et comment ça se prend, c'était des tableaux qui s'adressaient autant aux pieds, j'ai envie de dire, qu'à l'œil. On voulait donner un sentiment aux visiteurs, aux regardeurs, on verra ça aujourd'hui, aux regardeurs dans les musées, le sentiment qu'ils pouvaient entrer dans le tableau. On l'appelait avec des excès de perspective qui faisaient en sorte que le visiteur était comme absorbé, y compris parce que le tableau était immense, mais immense à des degrés comme avant le 19e, ça ne se faisait pas. Des immensités de tableaux qui couvraient des murs entiers. On en voit encore certains. Ils ne sont pas faciles à caser au musée d'Orsay, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de murs. Et parfois, dans les musées de région, qui sont d'anciens établissements municipaux, ou politiques ou commémoratifs, ils y sont plus à l'aise, ces tableaux-là. Mais l'immersion, quand même, c'est une vieille histoire que la géode va tenter de régler autrement que ce que tu me disais, les salles où on est dans un documentaire balancé dans un fauteuil. C'est une vraie question, l'immersion, au point que les Frères Lumière, en 1900, sous le Champ de Mars, avaient, vous le savez sans doute, peut-être, enfin je ne sais pas si vous l'avez lu, avaient tenté non pas d'utiliser une pellicule de 35 mm pour montrer des spectacles du monde entier que les opérateurs avaient fait et rapporté à l'exposition universelle de 1900, mais avaient imaginé une pellicule de 75 mm qui était susceptible de présenter dans le grand pavillon des machines qui était sous la Tour Eiffel à l'époque
une sorte de Frédois avant l'heure, si je puis dire, avec un parti pris de la part des frères Lumière d'illusionner totalement chez le regardeur le fait que la représentation, c'était la réalité. C'était la réalité. Bon, alors, les actionnaires de l'entreprise Lumière à Lyon ont freiné les deux frères Lumière parce qu'ils trouvaient que déjà, le cinématographe, ça marchait pas terrible depuis 5 ans. C'était quand même, il était en crise pour être vendu, le cinématographe. Donc, ils les ont calmés. Donc, ils ont quand même fait, sur un écran humide d'eau, très brillant, donc, ils ont quand même projeté des vues en 35 mm. Hein, bon, la pellicule 35 mm, qui est la pellicule inventée par les Américains, Eastman. Hein. Donc ça, c'est la première chose, c'est immerger le regardeur, c'est quand même une vraie idée, une vraie volonté du 19e siècle et du 20e siècle. Et la façon dont le cinéma va le régler, c'est en racontant des histoires, en faisant pleurer, en émouvant, en faisant rire, en inventant des personnages qui ressemblent au spectateur, ce qui est une façon de l'immerger. Mais tu sais, l'immersion, elle est beaucoup moins physique que mentale. Absolument. Quand tu lis un livre, tu es complètement immergé Absolument. dans une histoire et ça dépasse largement le format du livre. Donc je ne crois pas beaucoup à l'immersion physique. Moi non plus. Et je me demande si le jeu vidéo n'est pas l'ennemi du cinéma. Parce qu'en fait, tout ce à quoi ça conduit, tout ça, c'est le jeu vidéo. Hein, c'est le jeu vidéo, c'est cette illusion d'être dans une histoire, de pouvoir interagir avec elle. Et alors je sais que les industries du jeu vidéo sont extrêmement prospères en ce moment, qu'elles concurrencent largement celles du cinéma. Mais voilà, moi, c'est peut-être une position un peu passéiste, mais je continue à croire que ce dispositif du cinéma est de l'écran, simplement l'écran qui a une dimension déterminée, avec un spectacle qui a une durée déterminée, reste un dispositif extrêmement fort. Je me souviens de Godard, quand Godard est venu au Fresnoy, qu'il voyait des installations d'étudiants, il leur disait « Mais je ne comprends pas votre histoire là. Pourquoi il n'y a pas de fin? Pourquoi il n'y a pas de début? Moi, j'aimerais savoir la suite de cette histoire. » Il ne comprenait pas des films en boucle dans une installation, il ne comprenait pas ce qui était proposé, il ne comprenait pas l'illusion, il ne comprenait pas... Il avait raison, dans le fond. Moi, j'avais tendance à dire, bon, il ne comprend rien à l'art contemporain. Godard, ce qui est un peu vrai d'ailleurs, il ne comprend rien à l'art contemporain. Mais d'un autre côté, il avait vu juste, il avait senti quelque chose de juste. Et il disait aux étudiants, vous avez peur du cinéma. Aux étudiants qui faisaient des films pour des installations, il leur disait, vous n'osez pas aller jusqu'au bout, vous n'osez pas raconter une vraie histoire avec un début et une fin, vous avez peur du cinéma. De ce point de vue-là, il avait un peu raison. Mais la véritable immersion qui vaille, c'est quand même celle, j'ai presque envie de dire, je mets des guillemets au mot, la projection du spectateur dans les personnages. C'est la plus belle des immersions, c'est évidemment une immersion mentale, je suis d'accord. Mais je rappelais ça, je vais rappeler autre chose après, je rappelais ça pour dire que d'une certaine manière, néanmoins, ce qui fut à l'origine du cinéma et des arts du 19e, parce que je crois que le cinéma, c'est vraiment une invention du 19e siècle, je dirais, c'est presque la plus belle machine idéale que le siècle des machines qui fut le 19e siècle ait inventé. Le cinématographe lui-même, qui est un héritier, l'appareil proprement dit, hein, est un héritier pour une part de la machine à coudre, puisque la griffe qui entraîne de manière intermittente la pellicule dans l'appareil cinématographe, le premier en tout cas, a été repérée par les frères Lumière dans les machines à coudre Singer, hein, qui tirent l'étoffe aussi pour qu'il y ait l'épingle qui pique là où il faut. D'une certaine manière, la machine à coudre Singer est exactement le cinématographe, sauf que le cinématographe, c'est une pellicule qui est tirée, et la piqûre, l'aiguille, c'est le faisceau lumineux. Hein. Mais il y a quelque chose là d'essentiel, c'est une machine du 19e, c'est-à-dire qui va engendrer une représentation, guillemets, moderne du 20e siècle. C'est tout ça pour dire que
il y a quelque chose dans ton film que je ressens d'ailleurs, qui est de l'ordre de ce qu'on appelle l'éternel retour. Non pas pour dire que rien ne change, tout se répète toujours, mais quelque chose derrière le changement, derrière ce qui évolue, il y a des choses qui résistent. Et fort heureusement, il y a des choses qui résistent. C'est ce qui donne d'ailleurs valeur au changement. L'immersion, c'est les histoires qui remplacent le fait d'inclure les gens, enfin, l'identification avec les personnages, hein, l'identification mentale avec les personnages, c'est ce qui remplace le fait de mettre des gens vraiment dedans. Mais il y a encore une autre chose qui résiste. C'est par exemple ce qu'on appelle aujourd'hui l'installation. Et là, j'en viens au Fresnois. Le cinéma n'est pas né dans une salle de cinéma. Le cinéma, il est né non projeté, entre guillemets, dans une salle de cinéma. Le cinéma, il est né, comme on le dit aujourd'hui, exposé. Initialement, le cinéma ne fut pas un spectacle qui supposait que le spectateur soit immobile. Pendant longtemps, enfin oui, pendant pas mal d'années, chez les forains, mais surtout lorsque les Lumières furent invitées dans les expositions universelles, et pas seulement les Lumières d'ailleurs, tout ce qu'on appelait les cinégraphistes, on les appelait, hein, c'était des gens qui exposaient sur presque une bonne cinquantaine d'écrans dans des pavillons, des projections de films sur des écrans entre lesquels les regardeurs étaient mobiles. On passait entre les écrans. J'irais vraiment sur le mode de ce qu'on voit aujourd'hui dans les grandes expositions internationales comme la Documenta ou comme les expositions d'art contemporain dans tous les musées d'art contemporain. C'est-à-dire que c'était des images mobiles offertes à des spectateurs mobiles. D'ailleurs, même à la limite, à l'époque, on ne supposait pas que le cinéma remplacerait le théâtre, c'est-à-dire que l'écran remplacerait la rampe de théâtre, mais on supposait évidemment que l'image mobile devait s'adresser aux spectateurs qui devaient être mobiles aussi. Il y avait une évidence de supposer qu'aux images mobiles devaient répondre des spectateurs mobiles. C'était ça au début, il faut quand même s'en souvenir, d'où les forains. Il fut naturel que les forains, parce que les forains, il y avait quelques bancs. Mais vous savez, quand on regarde quelques gravures de l'époque, on s'aperçoit que les gens dans les films, à l'égard des films qui sont montrés chez les forains, faisaient, il y a donc 150 ans environ, ou un peu moins, 120 ans, faisaient exactement comme les regardeurs, les visiteurs des musées d'art contemporain, c'est-à-dire qu'ils voient en général une proposition qui dure en boucle, allez, je vais dire 7-8 minutes. Il y en a maintenant qui font des grands films comme Douglas Gordon qui fait presque 24 heures. Mais ce que les gens font, les regardeurs aujourd'hui des images mobiles dans les musées font ça, regarde, vous, moi, on fait ça, regarde, puis on dit oh là, bon, on n'attend pas et on part. On ne peut pas estimer dans ces conditions qu'on a vu la proposition d'œuvre d'images mobiles. Mais on estime l'avoir vu pour en avoir vu l'éclat du passage de quelques images. Eh bien, le cinématographe, en 1896, 18, 19, était exactement comme ça. C'est pour ça qu'on appelait ça du cinéma d'attraction. C'est-à-dire que les gens rentraient chez les forains, tiraient le rideau, regardaient, s'arrangeaient pour ne pas payer et voyaient quelques secondes d'un film burlesque. C'est la raison pour laquelle les premiers cinéastes s'arrangeaient pour ne pas raconter d'histoire, mais pour montrer simplement une épreuve burlesque d'un comique de l'époque. Il y en a eu beaucoup. Alain, on va en voir des morceaux cet après-midi où tu as fait des montages de ces films-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, un des destins du cinéma, c'est aussi l'installation, et c'est un éternel retour, en quelque sorte. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le cinéma exposé, ou les installations, c'est un retour, ou c'est une résistance, plus exactement, de ce que fut le cinéma à ses origines. Ce que je crois, et ce que ton film dit bien, c'est que la condition pour faire autre chose depuis quelque chose du passé ou quelque chose qui a accompli son œuvre, il faut quand même revenir, conserver, agiter, faire de la mémoire pour inventer. Je n'imagine pas qu'on puisse inventer sans un solide travail de mémoire. Alors bien sûr, il ne faut pas bien sûr que
que ça obère toute possibilité. Mais enfin, ce qui ne s'invente pas, c'est parce que il y a méconnaissance de ce qui fut avant. C'est pour ça. Il n'y a d'invention que depuis un travail mémoriel, qu'un travail de bilan et d'inventaire. Et je trouve que ton film là-dessus est tout à fait formidable. Je suis d'accord avec ce que tu viens de raconter, et notamment j'ai beaucoup aimé l'histoire de la machine à coudre, qui rappelle en effet que dans une caméra traditionnelle, ça ne tourne pas en continu. Les gens pensent que la pellicule tourne en continu, qu'elle passe en continu, que ça tourne. En fait, ça ne tourne pas, ça s'arrête tout le temps. Donc le mouvement dans une caméra de cinéma est une illusion. Ça s'arrête tous les 24e de seconde. Ça s'arrête, oui, 25 fois par seconde. C'est-à-dire que la pellicule, comme dans une machine à coudre, est tirée par une griffe. C'est pour ça qu'elle est perforée. C'est pour ça que la pellicule traditionnelle a des trous, des perforations. Des griffes viennent la tirer. Elles la tirent d'un cran. Une contre-griffe vient passer à travers la perforation pour fixer l'image pendant une fraction de seconde. Et puis elle se dégage. La griffe suivante vient, etc. Donc le mouvement dans une caméra de cinéma est une succession de temps d'arrêt, en fait. C'est une succession d'images arrêtées. Et ça ne tourne pas. Enfin, ça défile avec des arrêts continus. Et je crois que ce n'est pas par hasard que longtemps, la table de montage du film n'est pas sans rappeler le montage, tout simplement, n'est pas sans rappeler la couture. Ah oui, oui, tout à fait. C'est pas par hasard. Il y a là quelque chose qui est fondamental, qui fait que, d'une certaine manière, une monteuse de film auprès du cinéaste, elle n'est pas très très loin des gestes avec ses ciseaux et cette manière de rentrer la pellicule dans des crans pour assembler deux moments, c'est vraiment de la couture. Et d'ailleurs, j'étais très frappé dans ton film, tu as eu la bonne idée de rappeler qu'un lieu d'attraction, de spectacle qui fut aussi un lieu de cinéma, c'était aussi un lieu où on y montrait de la couture et des représentations par des défilés de couture. Je crois qu'il y a une profonde relation entre la couture, enfin, le geste de la couture et le geste cinématographique. Je reviens une seconde sur la question de la projection. Aujourd'hui, dans les projections que vous voyez, y compris celle de ce film qui a été tourné sur de la pellicule, ça a été tourné en Super 16, donc normalement exploité avec des copies 35 mm. Ce que vous voyez, c'est une projection vidéo. L'image électronique, elle n'était pas destinée à l'origine à être projetée. L'image électronique, elle est destinée à être regardée sur un écran, genre écran de télévision, ou aujourd'hui les écrans plasma. Mais donc, l'image électronique, qui est aujourd'hui celle que nous voyons tous, tout le temps, y compris dans les salles de cinéma, elle n'avait aucune vocation d'origine à être projetée. Elle était un balayage d'électrons sur un écran cathodique. Et donc, si on projette de l'image vidéo, c'est parce que ce dispositif de la salle de cinéma avec la projection est devenu si important. Et le projecteur vidéo est un bricolage. Le projecteur vidéo, c'est en gros un projecteur de diapositives. C'est une boîte où on fait défiler l'image sur une sorte de support comme une diapositive. Et cette image qui passe dans le projecteur, elle est reprojetée par une lampe qui est derrière cette projection, derrière cette image qui apparaît sur une sorte de vitre. Donc, je veux dire par là qu'on a inventé une façon de projeter des images électroniques qui n'était pas destinée à ça à l'origine, pour faire perdurer le dispositif de la projection cinématographique. Qu'est-ce que je devais te dire encore ? Non, mais simplement, je suis toujours frappé, évidemment, mais c'était un peu ça l'essentiel de ce à quoi je pensais en regardant le film, parce que j'avais vraiment rien préparé. Et je me disais, bon, et j'ai revécu, au fond, le fait que une institution comme celle-ci, d'une certaine manière, à son échelle, refait la totalité, je dirais, d'une histoire qui l'excède largement. J'étais aussi frappé. Je me souvenais aussi au début, de notre rencontre là, quand Annie Chassagne te présentait, elle évoquait le fait que tu étais avant tout prioritairement un artiste. Tu avais une production
d'artiste. Et je crois aussi que, d'une certaine manière, tu l'as dit rapidement, mais j'y réinsiste, on le voit dans le film, que tu as une proposition qui n'est pas une proposition seulement pédagogique ni politique, mais tu as une proposition d'artiste dedans. Tu prends le risque dans un film de commande de commencer par une espèce de délire. On se dit, mais où veut-il en venir? Bon. Et tu prends ce risque-là. Je me disais qu'au fond, ce fut rare que, et c'est vers les années 20, je dirais, qu'on a vu quelques artistes assez rares prendre la responsabilité d'une institution de transmission. C'est sans doute le moment où les artistes cessèrent justement d'être soit des peintres, soit des photographes, soit des sculpteurs, soit des architectes, soit toutes les disciplines, inventons-les, mais plutôt que peintres, sculpteurs, écrivains, ils sont devenus artistes, avec ce mot qui a un peu remplacé. Alors, je pense bien sûr à des gens comme Hans Richter, Laszlo Moholy-Nagy, le hongrois, Hans Richter l'allemand, mais je pense aussi à très très peu d'artistes qui ont fait une école, vraiment, mais une école comme une œuvre, où l'ensemble des disciplines enseignées sont montées ensemble, font montage. Et c'est vraiment le propre de cette école qui ne comprend pas, je crois, de véritable éducation, d'enseignement étroitement technique. Il faut déjà que ce soit des étudiants qui ont déjà mis la main à la pâte pour pouvoir être accompagnés par des artistes qui sont chevronnés. Le Fresnoy était vraiment conçu comme une utopie parce que j'espérais qu'il ne se réalise pas, en fait. Comme je n'avais pas envie de devenir directeur d'une école, j'ai conçu un projet utopique en me disant, bon, normalement il ne se fera pas, on me dirait, écoutez, vous en demandez trop, mais si ça se fait, ça vaudra le coup dans ce cas-là de s'en occuper. Donc le projet du Fresnoy est un projet critique de ce qu'est la transmission et une école d'art traditionnelle. J'avais beaucoup enseigné dans des écoles d'art, des écoles de cinéma, école de photographie à Arles et à l'université. Et donc, j'avais tiré la leçon de ces leçons. J'avais tiré la leçon de l'enseignement traditionnel. Une leçon sans doute un peu sévère parce que l'enseignement traditionnel, il est nécessaire. Il faut initier l'étudiant. On ne peut pas tout de suite le propulser dans la création d'œuvres. Et ce passage à l'acte que je préconise au Fresnoy, c'est-à-dire le passage à l'acte de création avec des outils réels. Donc, je reviens un peu en arrière pour défendre l'enseignement traditionnel, mais disons que j'en avais fait une critique assez sévère et que je n'étais intéressé à créer une école que si elle était très différente de celle que j'avais connue. C'est pour ça que le Fresnoy est une utopie qui s'est réalisée dans quelque chose qui n'aurait pas dû trouver de lieu, ce qui est la signification même du mot utopie, quelque chose qui n'a pas de lieu. Mais c'est parce que c'était à cette époque de la politique culturelle en France, c'est parce que le projet était une utopie qu'il a trouvé un lieu. C'est-à-dire que si ça avait été un projet raisonnable, traditionnel, banal, enfin facile à mettre en œuvre, ça n'aurait intéressé personne. Donc c'est une utopie. Toutes les idées qui le font vivre et qui aujourd'hui marchent très bien étaient très peu acceptées à l'époque, à savoir un lieu de multidisciplinarité, de dialogue des disciplines, de croisement intense, c'est-à-dire ce n'est ni une école de cinéma, ni une école d'art, ni une école de photographie, c'est une école de tout ça en même temps. Il est considéré aujourd'hui comme une école de cinéma, le Fresnoy, par beaucoup de gens, et je dis que si des films importants se réalisent au Fresnoy, si du cinéma s'invente au Fresnoy, c'est parce qu'il n'est pas une école de cinéma. C'est-à-dire qu'au Fresnoy, le cinéma qui s'y pratique avec toutes sortes d'accents. L'accent des arts contemporains, l'accent de la photographie, l'accent d'autres disciplines. Voilà. Et donc cette idée de la multidisciplinarité dans un même lieu n'était pas du tout courante à l'époque. Le tropisme à des nouvelles technologies suscitait des réserves. Et puis par ailleurs, une pédagogie du passage à l'acte, c'est-à-dire de la réalisation de projets avec des moyens professionnels,
n'était pratiqué nulle part et c'était considéré comme une folie. C'est-à-dire qu'on considérait qu'un étudiant, il doit travailler à échelle réduite avec des outils approximatifs. Ce qui fait que dans beaucoup de lieux d'enseignement, notamment dans les écoles d'art, l'étudiant est celui qui a toutes les excuses pour que son œuvre ne soit pas très bien. Parce qu'il n'a pas eu le bon technicien, il n'a pas eu le bon outil, il n'a pas eu le bon accompagnement. Donc c'est vrai que le projet du Fresnoy, il a cela d'utopique, que c'est un lieu où il n'y a plus d'excuses. C'est-à-dire que tout est offert aux jeunes artistes, aux jeunes étudiants, pour que son œuvre soit accomplie, aboutie. Et je m'insurge souvent contre la perception du Fresnoy comme un dépôt de marque. Il y a des gens qui disent « Ah oui, il y a un style Fresnoy ». C'est pas vrai, il n'y a pas de style Fresnoy. Moi, je ne prétends pas faire école en tant que personne. J'ai un goût pour la transmission, mais pas du tout pour la paternité. J'aime beaucoup transmettre, c'est une vraie vocation, la pédagogie, mais je n'ai pas envie que les étudiants fassent la même chose que moi, pas du tout. Je n'ai pas envie d'être de leur papa. Par contre, les aider à trouver eux-mêmes leur personnalité, ça m'intéresse. Donc cette pédagogie du passage à l'acte, de la création en grandeur réelle, elle était très nouvelle à l'époque. Je pense que ça s'est un petit peu répandu aujourd'hui. Mais enfin, c'était un des composants utopiques du projet. Offrir aux étudiants les moyens d'être des artistes qui créent des œuvres à échelle réelle, voilà, dans le grand bain. Peut-être une dernière remarque, parce qu'on m'a dit 45 minutes, c'est presque le contrat rempli. Mais puis il faut qu'on garde des choses à dire pour après. Non, j'ai été très frappé, j'avais pas le souvenir en écoutant Bernard Tchoumi, l'architecte, que l'architecture elle-même est fondée sur du montage, en quelque sorte. De l'ancien et du nouveau, bien sûr, pour reprendre le titre du film de Eisenstein, l'ancien et le nouveau, mais aussi conserver, mais chapeauter, inclure et réinventer, mais protéger aussi. Ce qui me frappe beaucoup quand j'ai regardé là ces images de l'époque par rapport aux bulldozers qui entrent, qui sont effrayants, imposants, que j'avais vus d'ailleurs avec toi. J'ai été très frappé de voir ensuite, et là les images m'en ont donné la mémoire, de ce qui, il y a aussi il y a un geste de protection dans cette architecture. Et je pensais aussi que cette architecture disait aussi de ce qu'est le montage cinématographique, puisque le montage cinématographique, c'est une image qui en produit trois, qui garde le souvenir d'une image à laquelle elle succède et qui prépare l'image à venir. C'est ça, au fond, la discontinuité cinématographique qui fait la continuité du mouvement. Hein. Et je me disais là que dans cette architecture, il y avait ce sentiment de protection pour réinventer. Et puis j'étais très frappé, évidemment, de cette question de l'interstice, c'est-à-dire que toute cette architecture est fondée sur le passage. Alors bien sûr, le contenu même de ce que tu enseignes, c'est le passage d'un art de l'attraction, d'un passé du spectacle au cinéma et du cinéma à aujourd'hui, le cinéma sous toutes ses formes, dissoutes dans plein de propositions, mais c'était aussi l'interstice. Le cinéma, c'est aussi, cette barre qui est entre deux photogrammes, quoi. Donc il s'agit de bien conserver, parce que bon, il faut bien que l'image soit changeante, mais en même temps qu'il faut effacer. Et donc là, je trouve que l'architecture dit le cinéma aussi. Bernard Tchoumi est très très intéressé par la théorie du cinéma et par la théorie du montage en particulier. Et il a beaucoup théorisé dans son bâtiment du Fresnoy sur l'entre-deux, cette question de l'entre-deux. On entrevoit dans le film d'ailleurs ces espaces entre les toits anciens, de l'ancien Fresnoy, les toits en tuiles et en accent circonflexe, et le toit nouveau. Il y a cet espace interstitiel qu'il a beaucoup théorisé à partir d'une figure de montage que je lui avais fait découvrir. Au cinéma, il y a une figure de montage qu'on appelle le jump cut en anglais. Jump cut, ça veut dire donc une coupe avec un saut. De quoi s'agit-il? Quand vous avez tourné un plan qui s'avère être trop long,
le plan est trop long, il faudrait le raccourcir, mais sans couper dedans et que ça se voit et qu'on voit une saute. Donc le jump cut, ça consiste à arriver à prélever dans un plan une portion et à recoller les deux bouts sans que ça se voit, sans qu'il y ait de saute, sans qu'on se rende compte que quelque chose a été prélevé. Donc ça peut se faire, par exemple, dans un plan où tout d'un coup il y a un moment où personne ne bouge, où il y a personne dans le décor, en tout cas un moment d'immobilité. Là, on peut couper, on peut prélever une portion, raccorder et on n'y voit rien. C'est-à-dire qu'on ne voit pas que le plan a été raccourci, qu'il y a eu une tricherie avec le temps, qu'il y a eu une ablation de temps. Alors ça lui a beaucoup plu, cette figure du jump cut. On en a même fait une conférence ensemble. Et il a théorisé sur ça, ce faux raccord qu'il y a dans le bâtiment entre le bâtiment ancien et le bâtiment nouveau. Il n'y a pas de continuité. Il y a un espace entre les deux, c'est comme une coupe dans le plan. Et donc, alors après, il a fait d'autres comparaisons, d'autres métaphores pour le bâtiment du Fresnoy. Il dit que c'est un hangar à zeppelin. C'est-à-dire que c'est un énorme... Les zeppelins, vous voyez, c'était les dirigeables, les ballons. Les ballons dirigeables. Les ballons dirigeables qui étaient garés dans d'énormes hangars. Alors il dit que c'était un hangar à zeppelin, c'est-à-dire qu'on a rangé dans son grand hangar l'ancien Fresnoy. Moi, je trouve que l'ancien Fresnoy, de notre point de vue, est devenu un décor ancien dans un studio de cinéma. Le nouveau Fresnoy, c'est-à-dire le bâtiment... quelques bâtiments en béton et le grand toit, c'est devenu comme un studio. Et dans ce studio, on aurait reconstruit un décor ancien qui serait celui de l'ancien Fresnoy. Voilà, en tout cas, cette théorie du montage, elle était très importante dans la carrière de Tchoumi. Il a fait dans le même genre un bâtiment incroyable à Athènes, à l'Acropole, le musée de l'Acropole, qui est aussi un jump cut, une coupe dans le temps. Et voilà, sans continuité. Oui, en tout cas, quand on se promène dans l'école, et tu le montres bien là, et quand on monte pas ces couloirs, mais ces passerelles entre donc l'architecture de protection, le nuage, le ciel qu'il a installé au-dessus des bâtiments anciens, ça ne sert à rien, au fond, toutes ces petites étapes, ces petites pauses possibles, ces passerelles où on passe, un escalier qui mène nulle part. Ce qui est intéressant, c'est comme une pellicule, le passage entre deux photogrammes ne sert à rien, mais il le faut bien, n'a pas d'utilité figurative, mais il le faut bien pour passer d'une image à l'autre. Ben là, c'est pareil, il le faut bien pour passer. Ça, c'était le grand coup de Tchoumi. Quand je me souviens, j'étais au concours d'architecture, il nous avait bluffé parce que c'était pas forcément celui qui nous avait donné le plus de choses construites déjà un peu, mais c'était cette idée du passage. Alors c'est vrai que tout ce qu'il a construit dans l'entre-deux, dans l'espace entre les toits anciens et le toit nouveau, est du décor. Lui, il a appelé ça une architecture de l'événement parce qu'il pensait que des choses allaient s'y passer, qu'on allait grimper dans ces escaliers, qu'on allait circuler dans ces passerelles, ce qui ne se produit pas vraiment. Ça reste un mystère pour moi, ça reste aussi un mystère que les étudiants ne s'en emparent pas pour tourner des films, pour installer des œuvres, des installations ou des performances. Ce sont des lieux quand même extraordinairement photogéniques et générateurs de fiction. C'est déjà trop du cinéma, peut-être ouais, déjà. Peut-être. Par contre, ils ont une véritable fonction architecturale, c'est-à-dire que ce grand toit, il protège l'ancien Fresnoy de la pluie et il est une sorte de lieu d'irrigation du Fresnoy par tous les fluides. C'est-à-dire que c'est à partir du grand toit que tout le bâtiment est innervé, interconnecté, que descend l'électricité, le chauffage, le téléphone, tous les fluides descendent du grand toit dans le bâtiment ancien. Donc ce grand toit, il a quand même une fonction architecturale, mais sa fonction, je dirais, symbolique ou son pouvoir de production d'événements sont restés faibles à ce jour. Est-ce que vous avez une, deux, pas plus parce qu'on va aller déjeuner, on va parler des coups, question, une intrigue,
intrigante ou, comme dit Le Corbusier, une question naïve qui appellera une réponse bouleversante. Non, mais voilà, moi je ne... Pardonne-moi Alain d'avoir profité de ton film pour refaire de l'histoire du cinéma ancien, mais je pense que ton film appelle ça et il reste très culotté. En tout cas, c'est certain qu'avec ce film, je n'ai pas essayé de convaincre le client. Le client, c'était le ministère de la Culture et la région Pas-de-Calais qui produisait le Fresnois, qui le finançait. Et voilà, je n'ai pas cherché à faire un beau documentaire qui allait leur vendre une institution, un projet magnifique. Mais j'ai voulu continuer à faire un travail d'artiste. Mais je te coupe la parole pour ça. Je trouve que justement, le film fait cette relation fiction-documentaire, où tout à coup, brutalement, et tu as raison de le faire aussi brutal, on passe de quelque chose, je dis, mais où va-t-il, ou comment va-t-il finir tout ça? Et tu entres dans tu mets la réalité après. Tu ne pars pas de la réalité pour en faire comment dire, une proposition poétique. Tu pars de la proposition poétique pour après, on voit arriver la télé banale, les images, enfin bon, qu'on connaît bien, qui sont du reportage. Donc, tout à coup, ça donne une sorte de... Alors là, c'est ce moment-là qui donne de la mélancolie à la première partie. Mais pendant qu'on voit la première partie, on se dit il est vraiment cinglé, quoi. Mais comment il ose vendre ça? Et tu as raison. Ce film-là, il est comme lorsque tu avais voulu présenter quelque chose d'infaisable. Et c'est la meilleure façon de le faire, hein, excuse-moi. Voilà, peut-être vous avez une question, un avis, un point de vue sur le film, sur ce qu'on a dit. Oui. Quel plan? Parce qu'il y a beaucoup de playback quand même. Enfin, pas. Ah oui, lorsqu'il y a la réinterprétation sur scène. Ah, je suis d'accord. Et Blue Velvet, je suis tout à fait d'accord. Alors là, vraiment. Non, mais je dois dire, mais Alain, bouge-toi les oreilles parce qu'il ne va plus passer dans la porte là-bas. Mais y compris un film dont on n'aura pas forcément un bon support pour le voir, mais quand même, on le verra. Le premier film c'est pas le premier film de fiction d'Alain. Enfin, c'est un des premiers films de fiction d'Alain de 1977, voilà. Mais celui-là aussi s'inscrit dans cette, je sais pas comment dire, cette ligne esthétique qui a engendré pour le pire, parce qu'ils l'ont vu, quelqu'un comme Peter Greenaway, qui n'a d'ailleurs pas fait un film qui s'appelait Zo par hasard, plus tard, vous verrez une séquence aujourd'hui, avec la même actrice, Catherine Jourdan d'ailleurs. Et puis, David Lynch a beaucoup regardé le cinéma des années 60 et 70. Et Lynch a vraiment, enfin, c'est quelqu'un que je connais assez bien pour avoir fait un bouquin avec lui, et il m'a confié vraiment qu'il avait été très attentif à toute la création française qui, comme souvent, ne trouve pas comme la production américaine ne trouve pas des conditions financières après le film pour que les films prennent une envergure internationale, comme ça peut être le cas d'un David Lynch, qui, quelle que soit son expérimentation et sa solitude et son indépendance, a quand même bénéficié d'un solide relais
de diffusion comme les films d'Alain n'ont pas bénéficié. Mais en revanche, comme dans le domaine de l'art contemporain aujourd'hui, hein, en France, et on le voit bien aujourd'hui depuis quelques années, combien les galeries américaines ou allemandes se réinstallent à Paris pour donner du symbolique et un nom propre à des gens qui trouvent en France leur puissance symbolique et se font découvrir, mais c'est pas là qu'ils font de l'argent. C'est pas en France qu'ils font de l'argent, c'est souvent en retournant en Allemagne ou aux États-Unis. Hein, ça commence, mais ça va de Clint Eastwood à Maurizio Cattelan. Hein, à Clint Eastwood en cinéma ou Maurizio Cattelan en art contemporain. C'est en Europe et en France en particulier que très souvent les artistes étrangers trouvent du symbolique et de l'invention. Pardonnez-moi d'être un peu franchouillard, là. Je crois ça. L'expérimentation française demeure, et encore aujourd'hui, le Fresnoy en est une production presque. Hein. L'expérimentation française demeure aujourd'hui encore. C'est en France que Merce Cunningham a vraiment été connu. Hein, et après, quand il est revenu dans sa grande école de danse à New York, c'est aussi parce qu'il a été adoubé, regardé par la critique française pour une grande part. Hein. Ne parlons pas de tous le pop art. Hein, Bob Wilson. Bob Wilson, avec le regard du sourd, ne serait pas ça, lui, s'il n'avait pas été à la Gaîté Lyrique. Hein. Bon, il y a vraiment une grande histoire à faire de la manière dont les artistes, y compris surtout bien sûr le grand autre de la France, qui est l'Amérique, hein, revient en France, prend du symbolique, de l'expérimentation et revient après, quoi. Martin Scorsese en parle. Lui, c'est en Belgique qu'il a commencé. Hein. Francis Bacon, bien sûr. De ce point de vue-là, pardonne-moi, alors donc, c'est même plus par les portes, mais c'est dans tous les escaliers que tu as pu passer, parce que je vais dire, mais c'est vrai qu'il y a une grande... Alain Fleischer fait partie, parce qu'on va parler de lui encore ce midi, fait partie de ces artistes qui, comme souvent les artistes français et la tradition française, qui va de Jean Epstein en passant par Godard, hein, qui a eu quelques films qui ont bien marché, mais l'essentiel de l'œuvre de Jean-Luc Godard n'est pas vu, n'est presque pas vu, n'est presque pas regardé. Il y a 3-4 films. Il a fait 150 films au total, compris les essais et les films de fiction. Hein. Il y a 3-4 films qui ont fait un peu de public. Quand on dit un peu de public, bon voilà, à bout de souffle, sauf qui peut la vie. Bon, j'en oublie comme ça, qui me viennent comme ça, mais il y en a quelques-uns qui ont marché un peu. Mais il y a une tradition française de l'expérimentation qui fait qu'il y a les intuitions, il y a les idées, et après, c'est vraiment les cinéastes comme dans d'autres domaines, ne continuent pas, n'exploitent pas, ne cultivent pas, ne font pas d'eux-mêmes et de leur travail une image de marque et passent à autre chose. C'est frappant chez beaucoup de cinéastes. Voilà. Donc c'est vraiment une marque française, si je puis dire, que de ne pas faire marque. Hein, et donc pour le pire et pour le meilleur. Pour le meilleur parce que c'est des grands artistes, qui sont repris et qui influencent. Pour le pire, ils sont pauvres. Je suis très sérieux en disant ça.